petit peu. Donc, je vais vous parler d'orthographe ce matin. Mon objectif, c'est de pouvoir vraiment vous apporter des outils concrets. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que ce mois de janvier qui se termine aujourd'hui s'est bien passé. Et puis, s'il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées, eh bien, j'espère que la suite sera encore meilleure, sera meilleure en tout cas, et peut-être encore meilleure. Et j'espère que pour vos enfants, eh bien, vous voyez aussi des progrès. J'espère que vous voyez des solutions. J'accompagne de plus en plus de parents, du coup, grâce à tous ces live TikTok, aux vidéos, à tous les échanges que j'ai en message privé, tous les parents qui prennent rendez-vous, voilà, via mon Calendly pour un échange en visio. Hier après-midi, j'avais un jeune garçon de 9 ans qui a des difficultés de lecture, et donc j'ai fait une séance avec lui. On a travaillé sur la technique de lecture. Je lui ai montré, et à sa maman et lui, j'ai montré comment utiliser les exercices multi-move. Voilà, j'aurais montré aussi comment utiliser l'exercice de Brain Gym. Voilà, j'accompagne de plus en plus de parents qui sont confrontés évidemment à des difficultés. Bonjour amis, bienvenue à tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. C'était pas prévu, comme je disais, c'est vrai que j'avais pas prévu d'être là ce matin, mais comme je sais que demain matin à 9h15 je pourrais pas être là comme prévu, comme je le fais souvent le dimanche, eh bien du coup je me suis dit, allez, samedi matin, j'ai un petit créneau là, 9h30, 10h, 10h15, je vais passer un peu de temps avec vous et ça va être super chouette. Donc la thématique que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est la thématique de l'orthographe, la thématique des difficultés d'orthographe ou de l'apprentissage de l'orthographe, parce que ça c'est quelque chose de très important finalement, c'est la question de l'orthographe. J'aimerais vraiment pouvoir partager des conseils, des outils précis ce matin avec vous, parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui une thématique qui pose c'est une compétence qui pose problème à beaucoup d'enfants et d'adultes. Peut-être même que vous êtes concernés vous aussi au niveau de l'orthographe. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a ce que j'appelle une crise orthographique. Merci pour tous les partages, ça fait trop plaisir. Merci pour tous les likes, ça fait vraiment super plaisir. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Et donc je disais que l'orthographe, c'est quand même, il faut le reconnaître, un sujet qui fait du tort à tout le monde. Hein. Tout le monde est confronté à la complexité de l'orthographe. Et j'ai développé en fait une méthode qui s'appelle méthode orthographe, qui donne des outils, des techniques, des stratégies innovantes soit pour enseigner, donc pour les enseignants, soit pour accompagner les enfants à la maison, ou pour les professionnels en séance individuelle aussi. Donc c'est pour ça que je forme du coup des orthophonistes, je forme des coachs scolaires, je forme des graphopédagogues ou graphothérapeutes qui font eux de la remédiation d'écriture, mais qui font aussi du coup la remédiation en orthographe. Bonjour à tout le monde, bonjour Adam, bienvenue. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin, merci. Et voilà, donc l'idée avec vous ce matin, c'est vraiment d'aborder ce qui nous fait transpirer parfois, c'est l'orthographe des mots. L'orthographe des mots, l'orthographe des phrases, comment orthographier, comment écrire correctement. Et puis on pourrait se poser la question, est-ce que c'est important d'écrire correctement aujourd'hui? Est-ce que l'orthographe, c'est un sujet encore d'actualité, ou est-ce que c'est démodé écrire correctement? On peut se poser cette question. Les jeunes, je ne sais pas s'ils se la posent, mais les jeunes clairement mettent en question cette réalité orthographique. Est-ce que ça sert à quelque chose d'écrire correctement? Est-ce que ça change quelque chose de ne pas écrire correctement? Et alors moi je vais avoir un avis peut-être, en tout cas c'est le mien, mais moi j'ai été enseignant prof de français pendant 13 ans, donc forcément vous me voyez venir. Moi je vais vous expliquer que maîtriser l'orthographe, c'est pas maîtriser juste un code scolaire, ou si on le réussit, il y a des Ah, je suis désolé, il y en a qui me disent que ça bug un petit peu. Est-ce que vous avez un problème de connexion, plusieurs? Est-ce que mon image bug un peu? Est-ce que c'est figé un peu? Ah oui, il y en a qui disent que oui. Oui, j'ai un problème avec la box, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe avec la box. Ah si, peut-être que améliorer. C'est vrai que si c'est un petit peu haché, c'est pas cool. Tac. Je vais juste, ce que je vais faire, c'est que je vais aller éteindre et rallumer la box, et puis comme ça, ça va permettre peut-être de régler le problème. Ça, des fois, il faut juste ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre aujourd'hui un petit stickers pour dire de quoi on parle aujourd'hui pour tout le monde. Voilà, difficulté d'orthographe, parce que je vais vous donner dans ce live, je vais vous donner des outils essentiels qui sont très faciles à utiliser avec les enfants et qui sont fondamentaux pour faciliter
l'apprentissage de l'orthographe ou pour faciliter la remédiation des difficultés d'orthographe. Voilà, j'ai l'impression que ça va mieux au niveau de l'image là. Je suis de nouveau connecté à la box, donc peut-être que ça va mieux, vous me dites si c'est ok ou pas. Voilà, comme ça je pourrais adapter. Donc aujourd'hui on parle de cette question des difficultés d'orthographe et j'étais en train de demander, est-ce que, selon vous, c'est essentiel, bonjour Lulu, est-ce que c'est essentiel, selon vous, de respecter le code orthographique? Et donc je vous posais cette question parce que moi, j'ai mon avis clairement tranché, c'est que respecter l'orthographe, c'est pas juste respecter un code et puis avoir des bonnes notes à l'école, et puis faire comme tout le monde, il faut respecter l'orthographe. Non, respecter l'orthographe, c'est maîtriser le langage, maîtriser le discours, et c'est comprendre aussi la structure du discours, ce qui permet de pouvoir finalement avoir un discours et donc des pensées qui sont beaucoup plus structurées, qui sont beaucoup plus riches, et ça va aussi permettre de développer le vocabulaire. Et tout ça, ça permet de développer ses facultés mentales de manière importante, ses facultés intellectuelles, d'accéder plus facilement à des contenus littéraires, des contenus intellectuels notamment, et ça aide le cerveau à se développer. Donc l'orthographe, oui, c'est un code. Faut que je vous raconte quand même une histoire importante. C'est que avant d'aller plus dans les outils sur l'orthographe, une histoire très importante qui va vous parler, je suis sûr, c'est que faut savoir que l'orthographe a été inventée vers le XVIIIe siècle à peu près, parce que pendant longtemps les poètes notamment écrivaient comme ils voulaient. Et puis à un moment donné on s'est dit on peut pas continuer comme ça. Donc il y a eu déjà au XVIe siècle un début déjà de réflexion sur l'orthographe. Et puis au XVIIIe siècle, eh bien évidemment ça a commencé à devenir plus important. Et il y a eu, vous savez, tout un mouvement républicain avec la Révolution française, 1789. Donc vous voyez, on est à la fin du XVIIIe, début du XIXe aussi. Et il y a une volonté de faire en sorte que tout le monde puisse adopter les valeurs de la République. Et donc l'orthographe va être un outil de la République, va être un outil politique. Il faut comprendre ça. Et ça va être un outil politique et en même temps, ça va être un outil politique et ça va être un outil aussi de discrimination terrible. Ça va être un outil pour faire la différence entre les gens qui sont cultivés, les gens qui sont les gens de l'élite, les gens les gens de bien, les gens qui ont de l'argent, donc de la bourgeoisie, de la noblesse, etc. Et puis les gens pauvres. Donc l'orthographe, faut comprendre ça, c'est que ça a été normalisé, c'est-à-dire qu'on a mis en place l'orthographe. Et qu'est-ce qu'ont fait ceux qui ont mis en place l'orthographe? Et ils ont inventé volontairement un code orthographique compliqué. Ils ont fait exprès de mettre des doubles consonnes, ils ont fait exprès de complexifier, de rendre l'orthographe compliquée pour que finalement seuls les gens qui avaient les moyens puissent bien utiliser le code de l'orthographe. Et en fait, finalement, l'orthographe, on se rend compte, mais c'est vraiment un outil de discrimination. Enfin, ça a été un outil de discrimination. Ça a été un outil pour faire la différence entre les gens aisés, les gens de bien, les gens éduqués et les gens pauvres, les gens pas éduqués. Vous voyez? Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous crions au scandale dès qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la discrimination, dès qu'on pointe du doigt des gens parce qu'ils sont différents, parce qu'ils font des choix différents, etc. Voilà, donc en tout cas, c'est vrai que l'orthographe, eh bien, elle vient de là au départ. Je vois juste le commentaire de Malika, Malika qui dit « L'outil rééducation est une très bonne solution pour les difficultés d'apprentissage ». Merci beaucoup Malika, ça fait très plaisir. Je me souviens bien de vous, je sais que vous avez commandé l'outil rééducation et je suis content de voir que vous en êtes très satisfaite et que vous le recommandez même dans mon live en le mettant en commentaire. C'est vraiment que c'est positif. Donc je suis très content, merci beaucoup. En effet, la méthode rééducation est un outil qui aide énormément au niveau des difficultés d'apprentissage. Ça, c'est certain. Et donc ce matin, on parle de l'orthographe et dans la rééducation, je parle un peu de l'orthographe dans le parcours 3, dans le module 3, dans le coffret multimots. Et sinon, je développe tout cet aspect de l'orthographe dans la méthode orthographe. Et donc là, je vous explique un point important, c'est qu'en fait, dans notre inconscient collectif, eh bien, l'orthographe, c'est compliqué. Franchement, entre nous, si je pouvais tous vous voir, là vous êtes nombreux, mais si je pouvais tous vous voir et je pouvais faire un test ou un sondage, je vous demanderais, levez la main ceux qui pensent que l'orthographe française, c'est compliqué. Et je suis sûr qu'il y aurait une majorité de gens qui lèveraient la main, parce que aujourd'hui, nous sommes quand même habitués à entendre que le français et l'orthographe française, c'est compliqué.
Bonjour Yaka qui nous rejoint, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue. N'hésitez pas à partager ce live. Ce matin, je vous parle de l'orthographe, je vais vous donner des techniques, des outils. J'ai fait une petite introduction sur ce que j'appelle le caractère discriminant de l'orthographe, c'est-à-dire que l'orthographe, elle a été inventée telle qu'elle est aujourd'hui au 19e siècle pour faire la différence entre les gens qui étaient éduqués, les gens qui avaient de l'argent, qui pouvaient se payer des études, et puis les gens pauvres, voilà, les ignorants, etc. Donc, je vois, il y en a qui lèvent la main, voilà, oui, l'orthographe, c'est compliqué. Et en fait, ça a eu un impact très fort, c'est que l'orthographe, du coup, est complexe. L'orthographe, il y a beaucoup d'irrégularités, beaucoup d'exceptions, etc. C'était fait exprès, hein, donc pour pouvoir dire, bah non, toi t'es pauvre, toi tu peux pas maîtriser l'orthographe parce que t'as pas d'argent pour te payer des études, les gens qui ont mis en place l'orthographe, eux, ils pouvaient payer des études à leurs enfants, ils pouvaient, eux, apprendre l'orthographe, et donc forcément, ça créait une différence, et ça créait une inégalité importante entre les gens pauvres et les gens riches, ça c'est clair. Et ce que je disais, c'est qu'on a tous cet héritage-là. On a tous en nous, inconsciemment, l'idée que l'orthographe c'est compliqué. Et regardez vos enfants. Ils arrivent, moi je sais, j'ai enseigné, mais moi j'ai pas enseigné en primaire, j'ai enseigné en collège pendant 13 ans. Mais je sais, les enseignants que je forme aujourd'hui depuis 8 ans maintenant, me disent tous, quand l'enfant il arrive et qu'il fait sa première dictée en CP ou CE1, eh bien, même souvent la dictée de texte, la première fois qu'il fait, mais les enfants, ils flippent en fait, ils ont peur de la dictée. Pourtant, c'est un exercice comme un autre, mais parce que dans l'inconscient collectif, eh bien, il y a cette idée que l'orthographe, c'est compliqué. Et puis, entre nous, qui n'a pas dit à son enfant, ces dernières années-là, hein, je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais qui n'a jamais dit, même entre amis comme ça, à dire « Ouais, l'orthographe c'est compliqué, oh là là, il y a plein d'exceptions, machin, etc. » Qui d'entre nous n'a pas dit ça? Donc en fait, on ne se rend pas compte, mais nous parlons de l'orthographe comme quelque chose de compliqué. Et nous en parlons à nos enfants comme quelque chose de compliqué. Donc on arrive du coup à la première clé, première clé basique, mais essentielle. On est dans les fondations. Voilà, tout à l'heure, il y avait le commentaire de Malika qui disait « La rééducation, ça fonctionne super bien pour les apprentissages, ça aide sa fille, etc. » Je suis très content de lire ces commentaires, ça fait très plaisir, parce que c'est vrai que je n'ai pas toujours les retours des parents. Eh bien là, encore un retour, ça fait vraiment plaisir. Et en fait, dans la rééducation, je m'occupe des fondations. C'est-à-dire qu'avant de s'occuper des difficultés sur la lecture et l'écriture, j'aime bien aller travailler les fondations. Comme dans une maison, on construit des fondations solides, et si jamais la maison elle commence à être bancale, on va aller renforcer les fondations. Eh bien, c'est ce que fait la rééducation. Et en orthographe, eh bien, c'est la première chose, on s'occupe des fondations. Et les fondations, c'est quoi? C'est déjà, première chose, de arrêter de dire à son enfant que l'orthographe c'est compliqué. Si l'enfant il entend régulièrement, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, que l'orthographe c'est compliqué, s'il entend dans la bouche de ses parents, s'il entend dans la bouche de ses frères et sœurs, dans la bouche du prof, dans la bouche des oncles, des tantes, des cousins, etc., de la boulangère, de machin, des amis qui passent, forcément, le cerveau, lui, il enregistre quoi? L'orthographe, c'est compliqué. Alors que c'est pas vrai. Et ça, je vais vous l'expliquer après. Et je vais vous dire comment on peut faire autrement, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire à la place? Mais d'abord, prendre conscience que plus je dis que l'orthographe est compliquée, plus je dis que oh là là, on sait jamais, plus je dis qu'il y a plein d'irrégularités, plein d'exceptions, etc. Et plus je décourage l'enfant. Parce que quelque chose qui n'a pas une régularité, qui n'a pas une logique, on peut pas l'apprendre, c'est aléatoire en fait. Et non, l'orthographe, c'est pas aléatoire. L'orthographe, ça répond à des codes spécifiques, ça répond à des règles spécifiques. Et en fait, moi, vous savez, petite histoire personnelle, moi j'ai été un élève plutôt moyen quand j'étais au collège. En primaire, j'étais plutôt un bon élève, mais arrivé au collège, bon, une situation un peu particulière, mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans, voilà, j'ai été vivre chez mon père à partir de 10 ans, donc presque quand je suis rentré au collège, voilà, et puis collège, en fait, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais au milieu d'un divorce qui s'est très mal passé, mes parents se sont beaucoup disputés, engueulés, il y a eu un peu de violence, moi j'ai 4 frères aussi, donc on a été séparés du coup, moi j'étais chez mon père, avec mes 2 grands frères, il y en a un qui était parti d'ailleurs, puis mes 2 petits frères sont restés chez ma mère, donc séparation, voilà, bref. Donc une situation difficile. Donc le collège, c'était pas une année facile, collège-lycée, c'était pas des années faciles pour moi, et donc la scolarité, c'était pas mon truc. C'est sûr que quand émotionnellement un enfant, il est confronté à des situations inconfortables et même douloureuses, traumatisantes, comme le divorce, la séparation de ses parents, forcément ça a un impact sur la scolarité, c'est inévitable. Et donc,
Moi, j'ai fait ma sixième, ma cinquième, ma quatrième, ma troisième. Bah, j'ai survolé, quoi. J'ai fait ce que je pouvais parce que ça m'intéressait pas plus que ça. J'étais pas bien dans ma peau et j'avais 10 et demi, 11 de moyenne au collège, voilà. Et donc, j'ai pas travaillé et j'ai pas appris l'orthographe, j'ai pas appris ces choses-là. Lycée, seconde, c'est pareil. J'ai commencé un peu plus à travailler et je me suis vraiment mis à travailler en terminale. Fin de première terminale, je me suis mis à travailler et je suis arrivé à la fac et j'ai choisi fac de lettres modernes pour devenir prof de français. Moi qui n'avais pas bossé à l'école. Mais voilà, et en fait, ça commençait à me plaire. Et en fait, à la fac, je me suis vraiment intéressé à ce que je faisais. Et en fait, j'ai compris l'orthographe seulement à la fac. J'ai compris l'orthographe seulement à la fac. C'est là que je me suis dit, ah, mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne l'orthographe. Ah, mais en fait, c'est hyper simple. Et c'est seulement à 19 ans, 18-19 ans, que j'ai commencé à comprendre l'orthographe, à comprendre la logique des accords, de la conjugaison, le A accent, A sans accent, tous ces trucs-là, mais je les avais pas compris avant. Donc je faisais plein d'erreurs d'orthographe dans mes copies, ça c'est sûr, et c'est seulement arrivé à la fac. C'est seulement à 20 ans. Et vous savez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je vois qu'il y en a qui disent pareil pour moi, mais je suis sûr qu'on est plein comme ça en fait. On est plein comme ça à avoir compris des choses seulement tardivement. Mais vous savez pourquoi? Il y a deux raisons. Déjà, il faut comprendre que le cerveau, il arrive à maturité seulement, maturité cérébrale, hein, je ne parle pas de la maturité psychologique, de la responsabilité ou autre, non, je parle de la maturité cérébrale. C'est-à-dire que le cerveau, il se développe et il y a des connexions neuronales et le but, c'est de relier dans le cerveau toutes les zones cérébrales. Eh bien ça se fait progressivement entre 0 et 25-30 ans. Plutôt 25 ans pour les filles, 30 ans pour les gars. Et oui, mesdames, souvent, on voit bien à l'école, quand on est prof, quand on est parent, que les filles sont plus matures, sont en avance, ont plus de facilité, etc. Donc il y a de la maturité psychologique, qui est aussi un peu en lien avec la maturité cérébrale, mais on voit bien que chez les filles, c'est un petit peu plus précoce. Voilà, c'est comme ça, et c'est très bien comme ça. Et donc, les filles, plutôt vers 25 ans, elles arrivent à maturité cérébrale, et les garçons, plutôt 30 ans. Mais ce qui veut dire que quand on arrive à 20 ans, eh bien forcément, on a plus de facilité à comprendre la complexité de certaines notions comme les maths, comme l'orthographe, la grammaire, etc. Et donc ça, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre l'orthographe et maîtriser l'orthographe plus jeune. C'est simplement que souvent, on n'utilise pas les bonnes méthodes. Et ça, moi, je forme aujourd'hui les enseignants. J'ai développé donc une méthode qui s'appelle méthode orthographe. Je forme les enseignants pour pouvoir leur transmettre des outils fondamentaux pour enseigner l'orthographe, pour donner le goût de l'orthographe, l'envie d'écrire correctement. Et que ce soit en orthographe lexicale, donc pour l'orthographe des mots, ou en orthographe grammaticale, donc pour l'orthographe des mots dans la phrase, c'est-à-dire les accords, la conjugaison, etc. Donc voilà un petit peu ce que j'ai développé. Et la première chose que je dis aux enseignants, c'est première chose, arrêtez de dire que l'orthographe c'est compliqué. Et vous me dites, oui, mais les enseignants, ils disent pas ça. Mais si, en fait, tous les enseignants, ils disent ça. Ils vont dire, oui, c'est vrai que l'orthographe, c'est compliqué, mais on va y arriver, etc. Donc, première chose, arrêtons de dire que l'orthographe, c'est compliqué. Parce que l'orthographe, c'est pas compliqué. Je me souviens d'une maman qui m'avait posté, je vais reprendre le commentaire, j'ai mon ordi là sous les yeux, je vais reprendre le commentaire de cette maman sur, attendez, c'est sur quel site? C'est sur mon site, elle avait mis un commentaire, elle avait utilisé les outils de la méthode orthographe, et elle racontait, j'ai en tête un peu, je vais vous le raconter parce que mon ordinateur a du mal à se connecter aussi, et en fait elle disait qu'elle a suivi la méthode orthographe en e-learning, voilà, c'est une méthode que j'ai développée, c'est une formation en fait que j'ai développée, que je donne en e-learning, je donne aussi dans les écoles. Et c'est une maman qui s'était formée. Voilà, elle avait suivi la formation, il y a 14 heures de formation, elle avait suivi toute la formation, et à l'issue de la formation, elle l'avait mis en pratique. Pourquoi est-ce qu'elle avait suivi la formation avec alors qu'elle est que parent, elle n'est pas professionnelle, mais parce qu'en fait elle avait son fils de CM2, si je ne me trompe pas, qui avait des grosses difficultés en orthographe, à tel point que la maîtresse se disait, il y a peut-être une dyslexie, une dysorthographie, il va falloir consulter, faire un bilan, etc. Et du coup, elle s'était dit, bon, ben, je vais prendre rendez-vous, mais je vais aussi voir s'il y a des outils qui existent. Et elle a découvert orthographe, elle a fait la formation, et là, ça y est, ça fonctionne, donc je vais pouvoir vous lire son témoignage. Vous le trouverez sur mon site pédagogie.fr, son témoignage. Hein. Voilà, je l'ai ici. Et elle écrit... j'ai peut-être le témoignage en entier, ce sera peut-être mieux de mettre le témoignage en entier parce que je l'avais mis en partie, j'ai mis un extrait. Où est-ce qu'elle est, une maman, alors ici, voilà. Et donc elle dit, Arthur a beaucoup de difficultés avec l'orthographe.
des dictées adaptées et suivi orthophonique. Donc vous voyez, suivi déjà orthophonique, j'avais oublié qu'elle était déjà suivie. Malgré cela, il avait toujours entre 12 et 19 erreurs par dictée. D'accord, 12 et 19 erreurs par dictée, donc c'est quand même beaucoup. Ici, elle parle d'un enfant de CM2. Et elle dit, puis après avoir suivi la formation orthographe et mis en pratique avec mon fils, sa dictée ne comportait plus que 2 erreurs et son écriture était bien plus lisible. Il était tellement fier de lui et moi aussi. Et ça, franchement, quand j'ai lu ce commentaire, un commentaire de plus, parce qu'il y en a plein des commentaires, vous pouvez aller voir sur la page de mon site Pédagogie. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, quand j'ai lu ce commentaire, je me suis dit, wow, c'est quand même dingue parce que cette maman, elle n'est pas professionnelle. Elle a suivi la formation que j'ai donnée, orthographe, 14 heures de formation en e-learning. Donc, elle a accès à la vidéo, elle peut le suivre quand elle veut, la regarder quand elle veut. Et elle a mis en pratique. C'est ça surtout qui est extraordinaire. C'est qu'elle a suivi la formation, elle a pris des notes et elle s'est dit, allez, c'est parti, on expérimente les outils de Guillaume Bousquet. Et elle l'a mis en pratique avec son fils de CM2 qui faisait presque 20 erreurs par dictée, 20 fautes par dictée comme on dirait, et ça je vais en reparler après. Et en fait, elle a mis en pratique et elle s'est rendue compte que son fils qui avait un bilan orthophonique, elle avait un suivi orthophonique, ça veut dire qu'il était suivi par un orthophoniste, et malgré ça il y avait quand même des erreurs. Il avait des dictées adaptées, malgré ça il y avait quand même beaucoup d'erreurs. Et en mettant en pratique, en quelques semaines, elle a vu les erreurs quasiment disparaître, plus que deux erreurs par dictée à la fin. Et en plus, elle dit que l'écriture de son fils était bien plus lisible. Donc ça a eu non seulement un impact sur l'orthographe, mais ça a eu un impact sur l'écriture. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Donc maintenant, quels sont les outils justement? Donc première chose, arrêtez, vous voyez, la preuve que cette maman, d'ailleurs elle a signé, elle s'appelle Justine, elle a signé, elle dit il faisait plus que 2 erreurs. Pourquoi elle ne dit pas 2 fautes? Parce que tout le monde dit, bah oui, j'ai eu 15 fautes, j'ai eu 3 fautes. Oui. Pourquoi? Parce que dans la formation orthographe, j'explique que la première chose qu'il faut faire pour changer sa façon de parler de l'orthographe, on a vu que dire déjà c'est compliqué, ça aide pas l'enfant à apprendre, parce que quand on dit c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, bah, le cerveau il n'a pas envie. Imaginez que vous vous dites, allez demain j'apprends à faire de la couture, mettons que vous ne sachiez pas coudre, et tout le monde autour de vous dit ah c'est super, c'est compliqué la couture, mais c'est super, hein, c'est bien, mais c'est vraiment compliqué. Ah puis qu'est-ce que c'est dur, oh là là, puis c'est pas facile parce qu'il y a plein de subtilités. Et puis imaginez, vous voulez apprendre quelque chose et on n'arrête pas de vous dire que c'est compliqué. Évidemment ça aide pas. Je vois la question de Cécile, est-ce que c'est adapté pour un enfant dyslexique, dysorthographique et d'autres autour? Bien sûr, parce que la méthode orthographe, elle repose sur les fondations cérébrales, c'est-à-dire comment fonctionne le cerveau, de quoi a besoin le cerveau de l'enfant, quel que soit le profil. Pourquoi? Parce que même un enfant qui a un trouble 10, que ce soit une dyslexie, dysorthographie ou autre, c'est un enfant qui a à peu près 80 à 90% de fonctionnement commun avec toutes les autres personnes qui n'ont pas de trouble, d'accord? Un trouble, on sait que s'il est réel, parce que bon, on pourrait discuter est-ce que vraiment il y a un trouble, mais ça c'est autre chose, mais si un trouble est réel, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une neuroatypie. Il y a un fonctionnement neuronal qui est atypique, qui est différent de la plupart des gens. Ok, très bien, mais cette neuroatypie, elle concerne en réalité pas plus de 10-15% grand maximum du fonctionnement cérébral. Sinon, votre enfant qui a un 10, dysorthographie, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc., dysgraphie, TDAH, votre enfant, quel que soit le trouble, il a en réalité au moins 80-85% de fonctionnement commun avec toute la population, toute l'humanité. Qu'on soit africain, américain, asiatique, tout ce que vous voulez, qu'on habite au Groenland, là où Trump veut prendre sa place, etc. Peu importe, tous les êtres humains sur Terre ont un fonctionnement cérébral commun. Si j'ai un trouble, ce qu'on appelle neurodéveloppemental, trouble 10, TDAH, TS, etc., j'ai quelques différences, mais dans l'ensemble, et là c'est important de l'entendre, pour tous les parents qui ont des enfants qui ont des troubles diagnostiqués, votre enfant, il a quand même au moins 80-85% de fonctionnement commun. Ça veut dire que les techniques que je vais utiliser ici pour un enfant, pour aider un enfant en orthographe, pour aider une classe, etc., elles sont valables pour tous les profils, même les enfants qui ont une dysorthographie, dyslexie. D'accord? Donc ça c'est important. Avez-vous des techniques pour la dysphasie? Je vois le commentaire de Cécile qui, je trouve, est le plus dur pour un jeune. Alors, pour la dysphasie, moi j'utilise la pédagogie de la parole, qui est une pédagogie neurocognitive, qui s'intéresse au fonctionnement neuronal et cognitif des individus, et qui va de manière ludique, dynamique, permettre d'aider les enfants
qu'ils aient une dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dysgraphie, etc., ça va être les mêmes piliers. En fait, on va toujours travailler sur les mêmes piliers parce que le cerveau, il a un fonctionnement. Une fois qu'on comprend, eh bien, on sait comment aider l'enfant en difficulté. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à partager, à republier, à partager ce live pour que le maximum de parents puissent nous rejoindre et entendre ces conseils-là. Donc, premier conseil, arrêtez de dire que l'orthographe est compliquée. Deuxième chose, arrêtez de dire qu'on a fait des fautes. Parce que quand on fait une faute, entre nous, qu'est-ce que c'est que faire une faute? Ben, on fait une faute quand on enfreint le code de la route, par exemple. Genre, je m'arrête à un stop, plutôt il y a un stop qui est devant moi, là j'arrive, il y a un stop, et puis bah, je me dis tiens, il n'y a personne, je vais passer sans m'arrêter. Là, je connais le code, voilà, j'ai grillé le stop, j'ai fait le choix, j'ai vu que c'était en pleine nuit, par exemple, 2 h du matin, j'ai regardé vite fait, il n'y avait personne, je ne me suis pas arrêté au stop et j'ai enfreint le code de la route. Si je me fais arrêter à ce moment-là par la police, j'ai commis une faute. Parce que je connaissais le code de la route, je ne l'ai pas appliqué. D'accord? C'est une faute qui est condamnable, elle a un caractère légal et elle doit être sanctionnée pour me faire comprendre que je ne peux pas continuer comme ça. D'accord? Maintenant, quand votre enfant écrit, quand vous écrivez un mail, un petit mot à quelqu'un ou autre, et que dedans il y a des choses, il y a l'orthographe qui n'est pas correctement écrite. Est-ce que vous l'avez fait exprès? Tiens, vous vous êtes dit bonjour, tiens, je vais l'enquiquiner, je vais mettre bonjour avec 2 J, tiens, allez, voilà. Non, vous vous dites pas ça. Vous vous dites pas, tiens, je vais mettre un S alors qu'il n'y a pas besoin. Non, vous faites pas exprès de faire des erreurs. Vos enfants, quand ils écrivent, ils ne font pas exprès de faire des erreurs. Des fois, on est là, non mais il fait aucun effort, il fait même pas gaffe, regarde, t'as mis un E alors qu'il n'y a jamais de E, tu le sais bien quand même. Oui, mais il fait pas exprès. C'est simplement qu'il n'a pas mis en place dans sa tête les bonnes stratégies, les bons automatismes pour pouvoir respecter l'orthographe. Eh bien, comme vous ne faites pas exprès quand vous faites des erreurs d'orthographe, votre enfant non plus. Donc on ne peut pas appeler ça une faute. Ce n'est pas une faute. Et vous allez me dire, ouais, bon, alors c'est gentil, mais alors c'est ça les outils. Mais en fait, ça change énormément de choses. Parce qu'un enfant à qui on parle d'erreurs d'orthographe, eh bien, ça veut dire qu'il a le droit de se tromper. On dit, tous les enseignants aujourd'hui, et même de plus en plus de parents, disent aux élèves et aux enfants, l'erreur, c'est nécessaire pour apprendre. D'accord ? L'erreur est nécessaire pour apprendre. Vous avez peut-être entendu des phrases du genre pour pousser, il faut se planter. Planter au sens de faire des erreurs. Voilà. Donc, ou alors on n'échoue jamais, on apprend toujours. Voilà, l'erreur est un moyen d'apprendre. L'erreur est un levier pour apprendre. Donc ça, aujourd'hui, les enfants de plus en plus l'entendent. Mais maintenant, si on utilise le mot faute pour l'orthographe, ça veut dire que l'orthographe, bah non, là c'est grave, j'ai pas mis de S, c'est grave, je vais presque passer devant le juge, quoi, on a l'impression. Non, l'orthographe, c'est un apprentissage comme tout le reste. Et donc on ne fait pas des fautes d'orthographe, on fait des erreurs d'orthographe. Sauf si un jour, voilà, l'enfant il fait exprès de pas écrire correctement les mots parce qu'il a envie d'enquiquiner le monde. Mais je connais pas beaucoup d'enfants comme ça, même découragés, même rebelles, j'en connais pas beaucoup comme ça. Donc, vraiment, le premier outil, c'est arrêter de dire que c'est compliqué. Arrêter de parler de fautes d'orthographe et plutôt parler d'erreurs d'orthographe. Ça change déjà énormément de choses. Et je vais vous donner... En fait, j'ai développé un concept qui s'appelle la conscience orthographique. Si on veut que les enfants réussissent, et les adultes d'ailleurs, si nous voulons progresser en orthographe, n'importe quel individu, quel que soit son âge, il va falloir qu'il développe sa conscience orthographique. Parce que souvent, un enfant, s'il fait des erreurs, un adulte, s'il fait des erreurs, c'est qu'il n'a pas développé sa conscience orthographique. C'est-à-dire qu'il n'a pas automatisé l'identification des particularités orthographiques des mots. Donc, je prends un exemple. Je vous donne le mot fourchette. Fourchette, quand vous voyez le mot, eh bien, si votre conscience orthographique est développée, et si la conscience orthographique de votre enfant est développée, quand l'individu voit le mot, il voit tout de suite qu'il y a quoi? Ah tiens, il y a 2 T, il y a un E à la fin, ok, voilà. Et éventuellement, c'est le F qui s'écrit avec un F et non pas PH. Bon ben voilà. Ok, donc identification des particularités du mot, et c'est ça la conscience orthographique. La conscience orthographique, c'est que le cerveau, il prend l'habitude, à chaque fois qu'il voit des mots, il voit des phrases, des groupes de mots, il prend l'habitude de regarder, de flasher, et de garder en mémoire ce qu'il voit, et les particularités de l'orthographe de ce qu'il voit. Voilà. Et donc, la conscience orthographique, ça se construit, ça se développe. Simplement, le problème, c'est que souvent, à l'école, eh bien, on ne développe pas la conscience orthographique. Et parfois même à la maison non plus. Je vous explique pourquoi. Quand un enfant vous demande comment ça s'écrit, plein de fois,
les adultes vont répondre, ça s'écrit comment, je sais pas moi, le mot fourchette. Plein de fois, que répondent les adultes? Ils répondent, bah ça s'écrit comme ça s'entend. Allez, qui d'entre vous n'a pas dit à son enfant ou à ses élèves, si vous êtes prof, ou en séance individuelle, si vous êtes thérapeute, spécialiste, qui n'a pas déjà répondu ça à un enfant qui demande comment ça s'écrit, le mot fourchette, comment ça s'écrit bateau, voilà, oh bah ça s'écrit comme ça s'entend. Et quand on dit à un enfant ça s'écrit comme ça s'entend, bah ça veut dire qu'on sous-entend quoi? On sous-entend que, eh bien, on peut deviner l'orthographe. Et donc là, on arrive à un point essentiel que je vais vous donner ce matin, c'est le pilier de la conscience orthographique numéro 1. Pilier numéro 1. L'orthographe est un code. L'orthographe, c'est un code. Voilà, c'est-à-dire que fourchette, ça s'écrira toujours de la même manière. Cherchez pas, fourchette, il n'y a qu'une seule orthographe. Fourchette au pluriel, s'il y en a deux, c'est toujours la même façon de s'écrire. Si vous écrivez, je sais pas moi, j'ai mangé ce matin, ça s'écrira toujours de la même manière. Quelle que soit la personne qui l'écrit, à n'importe quel moment ou autre. Si vous écrivez j'ai mangé ce matin, il n'y a qu'une seule orthographe. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre, c'est que l'orthographe est un code. Et si l'orthographe est un code et que je veux développer la conscience orthographique chez mon enfant, chez mes élèves, etc., qu'est-ce que je fais? J'arrête de dire à un enfant qui me pose la question comment ça s'écrit, j'arrête de lui dire, je vais couper le son là, ici, ça me gêne, j'arrête de lui dire, ça s'écrit comme ça s'entend. Parce que si je lui dis ça s'écrit comme ça s'entend, je sous-entends qu'il peut deviner l'orthographe. L'orthographe ne se devine pas. L'orthographe, ça s'apprend. Et l'orthographe, ça se met dans la tête. Donc, dans la méthode d'orthographe, je vais donner plusieurs techniques et outils pour pouvoir apprendre aux individus, à l'enfant, à l'adulte, à mettre l'orthographe dans la tête pour pouvoir la réutiliser n'importe quand j'en ai besoin. Donc ça, c'est très important. Donc, premier pilier de la conscience orthographique, si vous voulez aider votre enfant en orthographe, si vous voulez que votre enfant il progresse en orthographe, eh bien, dites-lui, l'orthographe, c'est un code. Ça ne se devine pas. Hein, je parle là ici maintenant à vous, adultes. Vous avez passé peut-être le code de la route, vous avez appris le code de la route, et ensuite vous avez conduit. On ne vous a pas mis dans une voiture au volant en vous disant vas-y, conduis, et puis on verra bien t'inquiète pas. Les panneaux, ça veut dire quoi? À ton avis, ça veut dire quoi? Non, on vous a d'abord appris le code, première chose, et ensuite on vous a mis dans une voiture. Pourquoi? Parce que je ne peux pas conduire et respecter les règles de la route si je ne connais pas le code. Et qu'est-ce qu'on a fait? On vous a expliqué le code de la route. D'accord? On vous a dit voilà, ce panneau il veut dire ça, ce panneau il veut dire ça, ce panneau il veut dire ça. Et on vous a pas laissé deviner. Est-ce que vous avez déjà demandé à vos enfants ce qu'ils comprennent quand ils voient les panneaux de la route, les panneaux sur la route? Des fois, ça veut dire quoi ça? Et vous, qu'est-ce que vous faites souvent? Vous leur dites, vous leur expliquez, ça veut dire ça. Mais la prochaine fois qu'un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais même parfois 8 ans, 9 ans, 10 ans, dit ah, ça, c'est ce panneau, ça veut dire quoi? Demandez-lui, à ton avis, ça veut dire quoi? Et vous allez voir qu'il ne comprend pas du tout souvent le panneau. Vous savez, le panneau du code de la route où on voit une voiture schématisé avec 2 traits noirs en dessous pour dire attention, risque de glissade, ça peut glisser, risque de verglas, des choses comme ça. Hein, route glissante, c'est ça que ça veut dire. Attention, route glissante. Eh bien, un jour, mes enfants me demandent c'est quoi ce panneau? Et moi, je leur dis, ça veut dire quoi à votre avis? Eh bien, il me dit, on dirait, c'est attention, il y a des personnes handicapées. Je dis, pourquoi des personnes? Parce que c'est un fauteuil roulant, non? Ça représente un fauteuil roulant. Et mes enfants, qui pourtant à ce moment-là avaient au moins 10 ans, un minimum, hein, ils pensaient depuis toujours que ce panneau où on voit la voiture avec les 2 traits en dessous pour dire attention, route glissante, ils pensaient que ça voulait dire attention, handicap, personne handicapée sur fauteuil roulant. Vous voyez le truc? Donc, le code, ça s'apprend, ça ne se devine pas. Et l'orthographe, c'est pareil. Donc première chose, je ne dis pas à un enfant, je ne réponds pas quand un enfant me demande comment ça s'écrit, je ne lui dis pas ça s'écrit comme ça s'entend. Deuxième chose, je ne laisse pas l'enfant écrire des pages et écrire comme il veut. Ça, c'est une autre pratique qui se fait beaucoup à l'école et à la maison. Et moi, je forme les enseignants, donc je connais bien aussi. C'est qu'on dit aux enfants, vas-y, écris, puis après on corrigera. Sous-entendu, écris, devine comme tu peux, voilà, et puis ça n'a pas d'importance, et après on corrigera. Mais non. Le cerveau, il a besoin de l'inverse. Le cerveau, il a besoin qu'on lui montre comment ça s'écrit. Donc l'enfant, il veut écrire une phrase, eh bien, je lui montre comment ça s'écrit. Je vous donne un exemple très concret. Ma fille, elle avait 6 ans, je pense 6 ans et demi, et elle me dit, papa, j'aimerais, alors c'est toute petite, maintenant elle a 11 ans, hein, papa, j'aimerais écrire une petite histoire. Et elle me dit, je voudrais écrire une histoire avec une girafe dans la savane, etc. Je dis, ok. Je dis, alors qu'est-ce que tu voudrais raconter?
Et je lui ai pas dit, surtout pas, je lui ai pas dit, bah vas-y, tu écris comme tu penses que ça s'écrit, puis après on verra. Non, je lui ai dit, dis-moi quelle est la première phrase de ton histoire que tu veux écrire. Et elle m'a dit sa première phrase. Et je m'en souviens, hein, c'était la girafe se promène dans la savane. C'était pourtant il y a longtemps, mais c'était sa première phrase première fois qu'elle voulait écrire quelque chose d'elle-même comme ça. Elle faisait l'école à la maison à cette époque-là et elle apprenait à lire et à écrire, mais d'écrire une phrase comme ça, une histoire, c'était la première fois. Donc je m'en souviens, ça m'a marqué en tant que papa. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit la phrase. La girafe se promène dans la savane. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je lui ai montré la phrase et je lui ai dit regarde le mot là, comment il s'écrit. Tu le mets dans ta tête maintenant. Tu prends en photo, tu le mets dans ta tête. Ensuite, le mot girafe. Oh, regarde, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le mot girafe? Ah, elle me dit, c'est la lettre G pour faire J. Ok. Et puis après, elle dit, pour faire F, c'est la lettre F. Ok, très bien. Et donc, elle voit comme ça, girafe, qu'est-ce qu'elle remarque? Je lui demande de dire qu'est-ce qu'elle remarque. Et je vois Laïane qui dit, c'est du recopiage. Non, c'est pas du recopiage. C'est d'abord... Première chose, alors oui, elle va copier la phrase, on est d'accord, mais dans un premier temps, je lui ai écrit pour qu'elle voie le code, parce que l'orthographe, c'est un code, ça ne se devine pas. Donc si je lui dis, vas-y, écris la girafe se promène dans la savane, comme tu as envie, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Elle va inventer, elle va deviner l'orthographe, et elle va faire plein d'erreurs. Et qu'est-ce que son cerveau, il va retenir? Il va retenir la façon dont elle a écrit. Et si après moi je corrige, il va falloir que le cerveau, il désapprenne, il oublie la mauvaise orthographe de girafe, de promène, etc. et qu'il apprenne la bonne orthographe. En fait, on fait l'effet inverse, on fait le travail inverse. On donne plus de boulot au cerveau, et le cerveau, il n'aime pas du tout qu'on lui donne plus de boulot. Le cerveau, il a besoin de travailler avec une information. Et je vois Akila Bewater qui dit c'est une méthode d'apprentissage. Ah oui, là c'est une méthode d'apprentissage. Et c'est non seulement une méthode d'apprentissage, mais c'est une méthode d'apprentissage qui fonctionne super bien. Aujourd'hui, j'ai des professionnels qui se forment avec moi, qui utilisent ça en séance. Et les retours de tous ces professionnels sont hyper positifs. Je peux rapidement vous montrer juste ça. Regardez. Voilà. Là, je suis sur mon site. Donc témoignage, formation orthographe. Je suis sur mon site et j'ai les témoignages des participants. J'ai des témoignages écrits, j'ai des témoignages en vidéo. Là, c'est par exemple une graphothérapeute et maman qui s'est formée. Audrey s'est formée pour son fils, pourtant elle est graphothérapeute, mais elle s'est formée pour son fils et elle disait que ça a vraiment aidé. Et des commentaires, vous voyez, j'en ai plein. J'ai plein de commentaires et c'est que des retours hyper positifs. Les gens, ils n'ont pas l'obligation de poster ça sur mon site. Mais moi, après la formation, je leur dis, si vous avez apprécié et puis si ça a fonctionné, allez-y, quoi. Donc, des commentaires comme ça, j'en ai plein. Ça fonctionne super bien. Là, en ce moment, dernièrement, c'est une graphothérapeute et graphopédagogue qui donc fait de la rééducation, de la remédiation en écriture et qui s'est formée en orthographe parce qu'elle se rendait compte que c'est bien de travailler sur l'écriture, mais il faut aussi du coup en même temps travailler sur l'orthographe. Et elle me dit mais ça fonctionne super bien, ça change complètement tout. Ça a changé le rapport qu'elle a pour aider les enfants, quoi. Donc, ce qui est très important, c'est de se dire pilier numéro 1 de la conscience orthographique. C'est quoi? Si vous vous souvenez, l'orthographe, c'est un code, ça ne se devine pas. Donc, je ne laisse pas l'enfant écrire comme il veut. Je ne laisse pas l'enfant deviner l'orthographe en lui disant « écris comme tu as envie et après on corrigera ». Première chose. Deuxième chose, quand un enfant me demande comment ça s'écrit, je ne lui réponds pas comme ça s'entend parce que aucun mot ne s'écrit comme il s'entend. En tout cas, jamais tant que je n'ai pas compris la structure des mots, tant que je n'ai pas compris qu'il y avait des occurrences orthographiques qui permettait de pouvoir deviner, comprendre comment ça s'écrit, parce que pas je devine, mais par exemple, si l'enfant il sait comment ça s'écrit, la biologie, et qu'il a compris que bio, ça veut dire la vie. Biologie, c'est la science de la vie, d'accord? Alors quand il voudra écrire biographie, et qu'il a compris qu'une biographie, c'est le fait d'écrire la vie de quelqu'un. La vie bio, comme dans biologie. Donc du coup, il va pas deviner, il va faire le lien, il va savoir comment ça s'écrit. Donc en fait, on ne devine jamais l'orthographe. Soit on a le code et on le restitue, soit on a compris les occurrences, on a compris la logique de l'orthographe et à ce moment-là, on sait comment ça s'écrit. On sait comment certains préfixes, certains suffixes, certains radicaux vont s'écrire. C'est comme le fait que, comment ça s'écrit lait? Il y en a qui vont dire, c'est facile, ça s'écrit L-A-I-T. Non, ça dépend. Tu sais pas à quoi je pense comme sens du mot. Ça se trouve, je pensais au mot lait de la laideur
une personne qui est laide, par exemple, ou un objet qui est laid, d'accord? L-A-I-D et non pas L-A-I-T, d'accord? Donc, et là, du coup, on peut dire, oui, mais alors, du coup, bah, oui, c'est compliqué, hein, monsieur Bousquet. Non, parce que le lait, L-A-I-T, que l'on boit, eh bien, il y a d'autres mots qui sont en lien avec. Il y a laitier, il y a allaiter, il y a allaitement, et voilà, déjà les mots courants, on va dire. Et puis, lait, laide, laideur, on entend le D, alors que dans allaiter, on entend le T. Donc, on ne devine pas qu'il y a un T à lait. On comprend qu'il y a un T parce qu'il y a d'autres mots de la même famille qui permettent d'identifier cette lettre qu'on n'entend pas mais qu'on doit écrire. Et ça m'amène à... Je vais terminer avec vous sur cette deuxième pilier de la conscience orthographique. Donc, juste avant, je résume d'abord. Première chose qu'on a vue, c'est que si vous voulez aider vos enfants en orthographe, première chose, c'est j'arrête de dire que l'orthographe c'est compliqué. J'arrête de parler de faute d'orthographe parce que ce n'est pas vrai, l'orthographe n'est pas compliqué. Si je dis à l'enfant et au cerveau de l'enfant en permanence que c'est compliqué, bah lui il va être découragé, son cerveau lui du coup il va se dire c'est compliqué et à chaque fois qu'il va devoir écrire, quand il va devoir écrire, à chaque fois il va dire oh bah c'est compliqué de toute façon. Donc en fait c'est pas ce qu'on veut, mais on le fait malgré nous. Donc arrêtez de dire que l'orthographe est compliquée et arrêtez de parler de faute parce que on ne fait jamais exprès. Les erreurs d'orthographe sont jamais faites exprès. Soit c'est des erreurs d'étourderie, donc de manque de concentration. Donc là, il y a besoin de travailler la concentration. Soit c'est parce que l'enfant ne connaît pas ou ne se souvient pas ou n'a pas les bonnes stratégies dans sa tête. Donc ça, c'est la première chose. Rappeler à l'enfant que l'orthographe, c'est quelque chose, c'est un code. Donc on arrive au deuxième pilier, l'orthographe est un code. C'est pas compliqué, tu as le droit de faire des erreurs pour apprendre. Et deuxième chose, l'orthographe est un code, ça ne se devine pas. L'orthographe est un code, donc je vais te montrer comment ça s'écrit tel mot, telle phrase, et je vais pas te laisser écrire comme tu en as envie. Troisième chose, et là on arrive en fait, c'est le deuxième pilier de la conscience orthographique. Eh bien, c'est quoi le deuxième pilier de la conscience orthographique? C'est ce qui est en lien avec ce que je vous ai dit en premier, cette habitude que nous avons de dire que le français c'est compliqué. Eh bien non, je vais vous dire ce que je dis à tous les enfants, ce que je disais à mes élèves en classe, ce que je dis aux enfants que j'accompagne en individuel ou en atelier, je leur dis une chose très simple, c'est que l'orthographe, c'est simple. L'orthographe, il n'y a qu'une difficulté, voilà ce que je leur dis. C'est pas pour faire méthode Coué, l'orthographe c'est simple, je vais y arriver. Non, c'est pas ça. C'est je vais leur dire l'orthographe, il n'y a qu'une seule difficulté. Quelle est la seule difficulté? Nina a tout à fait compris, il faut dédramatiser l'orthographe. L'orthographe c'est comme tout, c'est comme les maths, c'est comme les sciences, etc. Il faut juste l'apprendre. Eh bien, il n'y a qu'une seule difficulté en orthographe. Oui Nina, je suis prof de français, j'ai enseigné le français pendant 13 ans au collège, voilà, et puis depuis 8 ans je forme les enseignants et les professionnels pour l'accompagnement, soit en classe, soit individuel, et je forme du coup les parents, j'accompagne les parents, pareil pour la conjugaison. La conjugaison, en fait, il y a la conjugaison, l'orthographe des mots, l'orthographe des phrases, donc les accords, etc. Toutes ces choses-là, il n'y a qu'une seule difficulté. C'est quoi la difficulté? Oui, enchanté Nina aussi. La seule difficulté du français, c'est quoi? Ce sont les lettres que l'on n'entend pas, mais que l'on doit écrire. Par exemple, je vous dis bateau. Dans le mot bateau, vous entendez B-A-T-O, vous entendez 4 sons. B-A-T-O. Et pourtant, vous allez devoir écrire 6 lettres. B-A-T-E-A-U. D'accord? Donc, dans bateau, il y a au moins le son O, il s'écrit en 3 lettres. D'accord? Donc déjà, rien que ça. Et puis, il s'écrit avec un seul T. Pourtant, il y a des T qui s'écrivent avec 2 T. Donc, la seule difficulté du français, et ça, les enfants, ils ont besoin de l'entendre, il y a une seule difficulté en français. Donc, rappelez-vous, je vous ai dit au début, on arrête de dire à nos enfants, le français, c'est compliqué. Et on dit quoi à la place? On dit, le français, il n'y a qu'une seule difficulté. C'est simple. C'est les lettres que l'on n'entend pas, mais que l'on doit écrire. Et du coup, si vous dites ça à votre enfant régulièrement, que vous soyez enseignant, parent ou spécialiste, thérapeute, si l'enfant il entend ça régulièrement, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire quand il va écrire? Il va dire, ah tiens, j'écris un mot. Mais quelles sont les lettres que je n'entends pas, mais que je dois écrire? Il y a des lettres que j'entends, mais il y a des lettres que je n'entends pas. Donc, il faut, quand je travaille l'orthographe, simplement que je prenne l'habitude, et je donne l'habitude à mon cerveau, d'aller chercher les informations de ce qui est dans les mots, les informations orthographiques. Bah tiens, il y a le mot bateau, tiens, je regarde bateau, ah oui, il y a E-A-U, ok, je le mets dans ma tête. Donc ça, en méthode orthographe, je donne toutes les techniques, et une fois que je l'ai mis dans ma tête, eh bien, je peux l'écrire,
Parce que je sais une chose, c'est que quand j'écris, il y a des lettres que je n'entends pas, mais que je dois écrire. Ça, je vous assure, mais ça change tout. Ça change tout. Et vous savez, comment vérifier qu'un enfant il a développé cette conscience orthographique et que justement il a compris que l'orthographe est un code, ça ne se devine pas, et qu'il a compris aussi qu'il n'y a qu'une seule difficulté, ce sont les lettres qu'on n'entend pas, mais que l'on écrit. Eh bien, vous pouvez faire le test à la maison ou en classe. Vous écrivez un mot où il y a des lettres que l'on n'entend pas forcément facilement. Par exemple, je vous ai mis bateau, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Et vous demandez à l'enfant, vous l'écrivez, et vous dites, regarde le mot, qu'est-ce que tu as à dire? Tu as un commentaire à faire, t'en penses quoi de ce mot? Et vous allez voir ce que vous répond l'enfant. Souvent, l'enfant, il dit, je sais pas, c'est un mot, il va peut-être vous dire le mot et c'est tout. Et je sais pas, il va vous dire, il est court, il est long, je sais pas trop ce qu'il va vous dire, mais souvent, les enfants disent, je sais pas, etc. Un enfant qui a développé sa conscience orthographique, vous savez ce qu'il répond? Je vais vous donner, pour ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'étais en voiture avec mes enfants et mon épouse. On habitait, à ce moment-là, on habitait en Haute-Garonne, du côté entre Toulouse et Tarbes et Lourdes, et Pau, quoi, vraiment au pied des Pyrénées. Et nous, on habitait à Saint-Gaudens et on allait se promener pour visiter un petit peu. Ça faisait pas longtemps qu'on était arrivé. Et puis on s'est dit, tiens, on va aller visiter. Et on a été du côté de Lourdes. On ne connaissait pas. Tiens, on va aller visiter la ville de Lourdes qui est connue pour le caractère religieux. Et nous, on voulait visiter un petit peu, faire les touristes, quoi, voir à quoi ça ressemblait, parce qu'on entendait parler, mais on ne savait pas à quoi ça ressemblait. Et on arrive à l'entrée de la ville. On arrive et il y avait un rond-point avec le nom de la ville, Lourdes, écrit en très gros. Donc Lourdes, ça s'écrit L-O-U-R-D-E-S, voilà. Et moi, je vois le rond-point, puis il y avait le mot écrit en très gros avec des lumières, c'est joli, quoi. Et je dis à mes enfants, oh, regardez, le rond-point, c'est magnifique. Et ma fille qui dit, oh, ah ouais, papa, t'as vu? Et moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise la couleur, je sais pas quoi. Elle dit, oh, papa, t'as vu? Il y a un S à Lourdes, on l'entend pas, mais il faut l'écrire quand on l'écrit. Et là, je dis, waouh, elle a compris ce que c'est que la conscience orthographique. Et forcément, moi, je faisais l'instruction à la maison, donc c'est moi qui lui ai appris la lecture, l'écriture, l'orthographe, etc. Et elle n'a jamais fait, ma fille, qui aujourd'hui a 11 ans, Lionel, elle n'a jamais fait d'exercice d'orthographe, jamais fait d'exercice de grammaire, jamais fait d'exercice de conjugaison, jusqu'à ce qu'elle rentre en CM2 dans une école classique, on va dire, où il y avait des exercices, des devoirs, etc. Mais jusqu'au CM1 inclus, elle n'a jamais fait d'orthographe, d'exercice, de dictée, etc. Elle ne connaissait pas. Pourtant, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, en orthographe, elle a un niveau d'orthographe qui est plutôt un niveau de 4e, 3e qu'un niveau de 6e, ça c'est sûr. Pourquoi? Tout simplement parce que elle a développé sa conscience orthographique. Et en fait, quand elle a vu le mot lourde, elle a vu qu'il y avait un S. Elle s'est pas dit, oh, c'est joli, c'est gros, il est long, il est petit, je sais pas quoi. Un jour, on était à l'hôpital, parce que ma dernière a des soucis, une malformation cardiaque, et on a passé pas mal de temps à l'hôpital. Et un jour, on va faire une consultation, et on va faire une échographie. Des échographies cardiaques, échographie cardiaque. Ma fille, elle en a fait des dizaines, voire des centaines. Je sais pas trop, elle a 11 ans, et oui, je pense qu'elle en a fait plutôt au moins des dizaines, ça c'est sûr, plus de 80, 90. Et on arrive à l'hôpital, on attend, salle d'attente, et tout d'un coup, il y avait un panneau, et c'était marqué échographie. Et ma fille regarde, elle dit, ah papa, regarde, c'est marqué échographie. Oh, elle dit, ah mais ça s'écrit CH, le K. Voilà, ça c'est la preuve qu'elle a développé sa conscience orthographique. Puis après elle dit, ah le FIG, échographie, c'est PH. Eh bien, à partir de ce jour-là, moi je lui ai juste donné les techniques, parce qu'elle avait l'habitude. On est rentré à la maison, puis à un moment donné on discutait, et puis je racontais la consultation à mon épouse, et je lui dis, t'as vu, c'était rigolo d'ailleurs, parce qu'on a vu le mot échographie, et Lionel a réalisé comment ça s'écrivait, quoi. Et ma fille qui dit, oui, je sais maintenant comment ça s'écrit. Et elle a su me dire toutes les lettres, parce qu'elle avait les techniques et qu'elle avait développé sa conscience orthographique. Si vous développez la conscience orthographique de vos enfants, alors vous allez voir des progrès fulgurants en orthographe. Parce qu'à partir du moment où l'enfant il a compris que ça ne se devine pas l'orthographe, et qu'il a compris qu'il n'y a qu'une seule difficulté, c'est les lettres qu'on n'entend pas mais qu'on écrit, eh bien, il va pouvoir progresser très rapidement en orthographe. Et quand je fais de l'accompagnement individuel, en visio ou en présentiel, parce que je fais les deux, eh bien, je travaille la conscience orthographique. Et je vois ma fille qui fait des cours de logopédie, elle n'arrive pas à passer son examen de français, la dictée. Oui, et le problème, c'est quels outils on donne aux enfants pour progresser en orthographe. Il y a quelques jours, j'avais une logopède, donc logopède pour les Belges, c'est pareil qu'orthophoniste en France. Eh bien, j'avais une logopède en échange en visio qui s'intéresse à mes outils
Et en fait, elle me disait, mais en fait, ça fait déjà, je crois que ça fait 15 ou 20 ans qu'elle exerce. Elle dit, mais là, maintenant, moi, j'ai envie de passer à la vitesse supérieure parce que moi, j'ai des orthophonistes qui viennent des formations et qui me disent, vous savez pourquoi, monsieur Bousquet, je viens dans vos formations? Parce que ça fait 20 ans que je fais de l'orthophonie et en réalité, je vois pas les progrès. En réalité, ça marche pas. On fait un tout petit peu accompagner, mais on fait des accompagnements de 2 ans, 3 ans, 4 ans et on a un tout petit peu de progrès. Moi, j'ai des progrès en l'espace de 7, 8, 9, 10, parfois 12 séances. C'est-à-dire en 3 mois, j'ai des progrès que eux, ils ont eu en 4 ans. Et je suis pas en train de me comparer en disant ils sont nuls. Non, c'est une question d'outils, c'est tout. C'est une question d'outils. Si on n'a pas les bons outils, si on n'a pas les bonnes clés, eh bien, on fait avancer lentement. C'est normal, c'est inévitable. Donc, ici, ce que vous propose la méthode rééducation, il y avait Malika qui était présente tout à l'heure, je ne sais pas si elle est toujours là, mais qui a mis un commentaire en début du live en disant la rééducation, ça fonctionne très bien pour les difficultés d'apprentissage, que ça aide sa fille. Elle a mis ce commentaire-là au tout début du live et merci beaucoup Malika. Alors c'est une maman que je me souviens de son prénom, que j'ai rencontré à Lyon dans un festival sur l'apprentissage et on s'est rencontrés. J'avais fait un atelier sur l'orthographe d'ailleurs et elle a entendu parler de la rééducation, elle a commandé le pack rééducation et elle l'utilise à la maison. Et pourtant, elle n'est pas professionnelle, hein, pas du tout, mais elle l'utilise à la maison. Donc, simplement, ce que je veux dire, c'est que rééducation, multimove, orthographe, lecture 5P, toutes ces méthodes que j'ai développées sur la lecture, sur l'écriture, sur les apprentissages en général, sur la concentration, pourquoi ils fonctionnent? Mais parce qu'ils partent du fonctionnement cérébral de l'apprenant. Quel que soit son âge, qu'il soit très jeune, qu'il soit déjà ado, étudiant ou même adulte, ça fonctionne parce qu'on s'intéresse aux fondations de l'apprentissage, au fonctionnement cérébral et on agit là-dessus. Voilà pourquoi ça fonctionne et voilà pourquoi c'est important. Alors, je fais de l'accompagnement en visio. Après, c'est une question de place. J'ai assez peu de place. Déjà parce que je me déplace aussi chaque mois pour donner des formations, parce que j'ai déjà des suivis. Mais vous pouvez toujours prendre rendez-vous. De toute façon, je vous explique très rapidement comment je fonctionne quand je fais l'accompagnement individuel. Mon objectif, c'est de rendre les parents autonomes, de leur donner les outils pour qu'ils puissent, eux, aider leur enfant. Donc, au début, je vous montre comment j'utilise mes outils, je le fais avec l'enfant, le parent assiste, parfois même j'ai besoin qu'il soit là pour, enfin vraiment qu'il participe vraiment parce que j'ai besoin de lui pour faire un exercice, pour ceux qui ont suivi mon live sur la technique de lecture, j'ai besoin que le parent il soit là pour poser la règle, déplacer la règle, etc. Donc je montre comment ça fonctionne et ensuite qu'est-ce que je fais? Eh bien je donne rendez-vous au bout de 3 semaines et je vous donne du travail à faire, 5 à 10 minutes tous les jours de travail et au bout de 3 semaines, on refait une séance pour voir. L'avantage de ça, c'est que ça vous coûte pas trop cher parce qu'on ne fait pas une séance toutes les semaines, on en fait une toutes les 3 semaines. L'avantage, c'est que vous devenez autonome, vous pouvez utiliser ces outils-là avec votre enfant pour lequel vous me sollicitez, mais vous pourrez réutiliser ces outils-là avec les autres enfants si vous avez d'autres enfants. Donc ça, c'est l'avantage. Et l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser ces outils-là tant qu'il y en a besoin. Vous n'avez plus besoin de moi. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, ça, pour moi, c'est le plus important, c'est de vous rendre autonome. Mon objectif, c'est ça, c'est de redonner aux parents leur faculté d'accompagnement des difficultés d'apprentissage parce que je suis convaincu que les parents, ils ont toute leur place pour aider les enfants et que oui, les spécialistes, on en a besoin, on a besoin de l'expertise des spécialistes. Votre enfant a un suivi avec un orthophoniste, très bien, et pourquoi pas, c'est une bonne chose, mais à la maison, si vous accompagnez ça de petits temps, de travail, d'activités. Moi, j'ai créé énormément d'activités ludiques, dynamiques, avec des stratégies spécifiques, etc., du matériel parfois ludique aussi. Ça va aider énormément votre enfant à progresser beaucoup plus vite, ça c'est certain. Donc, je regarde un petit peu les questions parce que je vois que ça, évidemment, ça suscite des questions. Je vois par exemple Irma Farid qui dit « Mon fils a un suivi depuis 6 ans, aucun progrès ». Et ça me fait mal de lire ça, je peux pas vous dire. C'est terrible, ça me fait terriblement mal parce que 6 ans d'accompagnement, de suivi avec un spécialiste et pas de progrès significatif, il y a peut-être des petits progrès mais pas significatifs, ça me fait très mal parce que moi, tous les retours que j'ai, soit de mes accompagnements, soit des professionnels que je forme, c'est qu'au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois éventuellement, il y a déjà des progrès significatifs. J'ai pas de baguette magique. Parce que si c'est une baguette magique, ça ferait longtemps que tout le monde le saurait. Mais il y a des outils qui fonctionnent mieux que d'autres. Ça, c'est important.
Je regarde les autres commentaires, mon enfant est TSA, comment faire pour l'aider dans ses apprentissages? C'est pareil, TSA, TDAH, 10, c'est pas les mêmes troubles, mais les outils, le fonctionnement cérébral, même s'il y a une petite différence avec le commun des mortels, il y en a 80% qui est pareil. Donc les outils que j'ai développés fonctionnent avec tous les profils. Ça va apporter des améliorations, des progrès, c'est évident, quel que soit le profil. Hein, je voyais quelqu'un qui posait la question de quel trouble on parle. On parle de tous les troubles qui sont neurodéveloppementaux. Donc, les troubles 10, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie. On parle aussi des troubles du langage. On parle du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. On parle du TSA, on parle du TOP, trouble de l'opposition, avec provocation. On parle des troubles de comportement classiques, etc. Voilà, finalement c'est très large. Il n'y a pas de limite à partir du moment où on respecte le fonctionnement cérébral. Voilà. Et je vois Nina qui dit actuellement j'ai suivi une formation sur la dyslexie. Eh bien super, c'est chouette. Maintenant, ce qu'il faut se poser la question, c'est quels outils vous avez pour remédier au niveau de la dyslexie. Si on vous a donné des outils comme grossir le texte, mettre de la couleur, déjà des choses comme ça, ben ça c'est des outils de compensation, c'est pas des outils de remédiation. C'est-à-dire que ça ne vient pas diminuer les symptômes et régler le problème. Parce que aussi le discours, et là j'ai eu beaucoup de commentaires sur une de mes vidéos où je disais qu'on peut corriger la dyslexie, qu'on peut sortir des critères de diagnostic. Sous-entendu, on peut sortir de la dyslexie. Il y a eu beaucoup de commentaires, etc. Des parents qui me disent oui mais non, c'est pas possible parce que c'est un problème neuronal et machin. Je dis mais en fait aujourd'hui arrêtons le discours, arrêtons de dire n'importe quoi. Le cerveau, nous savons qu'il est neuroplastique, ça veut dire qu'il est capable de s'adapter, de créer de nouveaux chemins neuronaux. Donc quand il y a une neuroatypie, c'est-à-dire un problème neuronal, c'est-à-dire un fonctionnement différent, eh bien le cerveau il va trouver d'autres moyens pour pouvoir développer quand même les compétences. Et il y a des enfants qui sortent et des adultes qui sortent complètement de la dyslexie chez qui les symptômes disparaissent. Et on va me dire après, oui, mais si on est dyslexique, on l'est toujours, donc même si les symptômes disparaissent, on est quand même dyslexique. Je dis, ok, d'accord, donc si on est alcoolique un jour et qu'on boit plus d'alcool pendant 30 ans, on est quand même alcoolique. Alors vous allez me dire, c'est pas un problème neuronal, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui n'a plus de symptômes de la dyslexie, qui va vérifier, déjà premièrement, qu'il y a toujours un problème neuronal. Ben moi, je vais vous dire, Ghislaine Weinstein-Badour, qui était pédiatre, qui est décédée en 2010, elle a consacré toute sa carrière aux troubles de l'apprentissage et notamment à la dyslexie, et elle a utilisé l'imagerie cérébrale. Elle a été voir ce qui se passait dans le cerveau des enfants, et elle a pu observer que des enfants qui avaient une répartition anormale des aires cérébrales, notamment des aires du langage dans l'hémisphère droit, et qui avaient donc une neuroatypie, donc un trouble neurodéveloppemental, elle a pu observer qu'après une bonne rééducation, cette anomalie cérébrale, cette neuroatypie, elle disparaissait. Donc, qu'on ne me dise pas que c'est une fatalité, qu'on dise dyslexique un jour, dyslexique toujours, je ne suis pas d'accord, mais c'est pas moi qui ne suis pas d'accord. C'est aujourd'hui l'état des recherches actuelles de certains spécialistes qui se sont penchés sur la question et qui ont, pour certains, observé à l'imagerie cérébrale, qu'on appelle l'IRMF, que cette neuroatypie, cette anomalie cérébrale, elle disparaît, première chose. Deuxièmement, il y a des spécialistes, des thérapeutes qui ont des outils aujourd'hui qui font que des gens qui avaient tous les symptômes de la dyslexie n'ont plus ces symptômes-là du tout, qui disparaissent complètement. Et après, ça sert à quoi de dire que ces gens sont encore dyslexiques? Je comprends pas. Je vois pas l'intérêt. Donc, je suis pas en train de vous vendre du rêve. Je suis pas en train de vous dire que si votre enfant il a une dyslexie, il va plus être dyslexique demain. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il est possible de voir des progrès chez les enfants qui ont une dyslexie, une dysorthographie, etc., tous les autres troubles. Il est possible de voir des progrès. Et il y a des degrés. Et il y a parfois des progrès à tel point que ça disparaît parfois complètement. Parfois, ça disparaît un peu et ça disparaît suffisamment aussi pour que l'enfant puisse s'adapter, par exemple, au système scolaire. Pour certains troubles, je pense notamment à le trouble du spectre autistique, TSA, il faut comprendre qu'il y a plusieurs degrés. Et selon le trouble du spectre autistique, il y a évidemment des... attendez, hop.
remets ça à zéro, voilà, parce qu'on me demande de montrer que je suis bien toujours présent avec le puzzle. Là, pour ceux qui ont fait déjà les lives, vous savez, il faut que je mette la pièce de puzzle pour dire que je suis là. Il y a des degrés au niveau du trouble du spectre autistique, et il y a des neuroatypies qui sont plus ou moins importantes. Et dans certains cas, il ne s'agit pas de se dire on va faire disparaître les symptômes. Dans certains cas, et dans une grosse majorité des cas quand même, on va chercher à faire diminuer les symptômes. On va chercher le moyen de donner à l'enfant de progresser dans certains domaines. C'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est pas de vous faire croire que ça y est, vous allez utiliser les outils et mes outils et les troubles vont disparaître. C'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de vous faire comprendre que votre enfant, quel que soit son trouble, il peut progresser. Et on peut voir des améliorations. Et on peut voir parfois des améliorations très importantes. Et quand je dis parfois, c'est plutôt souvent des améliorations très importantes. Et c'est ça l'objectif. Je vois Jarmo qui dit j'ai un élève dyslexique en termes et on ne voit pas plus à dyslexique car ses efforts sont incroyables. Mais oui, en fait. Alors, le truc, c'est qu'il y a aussi le travail qui est fait, la répétition, etc. Il y a le fait de grandir, hein, donc le cerveau va continuer de se développer jusqu'à 25-30 ans. Je vous rappelle, c'est ce que j'ai dit en début de live, c'est que jusqu'à 25-30 ans, il y a la maturité cérébrale qui se développe. 25 plutôt pour les filles, 30 pour les garçons, c'est une moyenne. En fait, donc plus le cerveau mature, se développe, les connexions cérébrales se font, plus la personne arrive à gérer à gérer correctement son trouble et les symptômes du coup finissent par disparaître. Et après, il y a des symptômes qui vont rester ou qui vont réapparaître dans certaines situations de fatigue, de stress, etc. Mais il y a aussi des situations où ces symptômes-là disparaissent complètement, même en situation de stress et de fatigue. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre présence. Merci Nina, très belle énergie. C'est avec grand plaisir que je suis là. Mais c'est parce que je suis convaincu, c'est parce que je vois les progrès dans mes séances, parce que je vois je forme de nombreux professionnels. Cette année, j'ai 2 promotions en rééducation. J'ai une promotion en France, une promotion en Belgique. Donc je forme des professionnels. J'ai certifié des professionnels au mois d'octobre dernier, 2025. J'ai des retours hyper positifs. Avant-hier, je lisais le retour d'une professionnelle qui est en train de se former qui dit mais maintenant j'utilise que tes outils en rééducation, c'est la base de mon travail. Elle me dit mais c'est génial, je m'éclate et les enfants ils progressent énormément. Donc je me souviens d'un témoignage de cette même thérapeute qui est du côté de Bordeaux et qui disait que elle avait suivi un enfant, commencé à suivre un enfant avec mes outils, rééducation multimove, enfin rééducation seulement parce qu'elle n'a pas encore fait multimove, et en fait un jour elle croise la maman dans un magasin ou autre, et puis qui dit regardez c'est elle qui a sorti mon fils des gros problèmes, qui a aidé mon fils à s'en sortir, etc. Quand on a tous ces retours positifs, tout à l'heure Malika, je ne sais pas s'il est encore là Malika, mais Malika est une maman qui a un jour que j'ai rencontré une fois à Lyon dans un festival, qui a commandé le pack rééducation et qui en début de ce live, je ne m'y attendais pas du tout, je ne savais pas qu'elle était là, qui écrit le pack rééducation, la méthode rééducation, ça fonctionne très bien pour les élèves en difficulté d'apprentissage, et elle disait après qu'en effet ça a aidé beaucoup sa fille. Et c'est une maman non professionnelle qui a utilisé ça à la maison, elle a commandé le pack, elle a reçu le matériel à la maison, elle a accès aux vidéos, on a fait elle m'a écrit par mail, on a fait une fois une séance en visio pour que je lui donne des conseils, parce que quand les gens prennent le pack rééducation complet, ils ont droit à 1 heure de supervision de conseils gratuits pour poser leurs questions sur les activités que j'ai créées, sur comment ça se passe avec leur enfant, tout ça. Et voilà, et tous ces retours-là, c'est génial, c'est pour ça que j'ai certainement cette belle énergie et que j'ai cette envie de communiquer voilà, cet espoir-là, sans vous vendre du rêve, parce que déjà derrière tout ça, il y a du travail, il y a de la rigueur. Hier, j'avais une maman en visio pour son fils qui a 9 ans, qui a des difficultés de lecture voilà, et de concentration. Je lui ai montré, on a fait la technique de lecture, je lui ai montré un exercice multimove, je lui ai montré comment faire, et je lui ai dit allez c'est parti, on se revoit dans 3 semaines, et maintenant tous les jours, vous devez prendre 5 à 10 minutes, idéalement 10 minutes, le plus souvent possible, si c'est possible tous les jours. Si vous ratez une fois, c'est pas grave, mais vous faites un peu de technique de lecture et un exercice multimove. Rien que ça. Et ben voilà, et c'est du travail, il va falloir, et j'ai parlé avec son fils, je lui dis écoute, je vais pas vous dire son prénom, mais je lui dis écoute, un tel, je lui dis voilà, on va l'appeler Paul, voilà, écoute Paul, ta maman, elle a acheté un pack, elle a pris du temps en visio avec moi, toi t'as pris du temps avec moi,
Et toi, tu as envie de progresser. C'était rigolo cet enfant parce qu'il me disait, moi je suis bon comme Albert Einstein. Donc du coup, j'ai joué là-dessus et je lui dis, ben, si tu veux être Albert Einstein en lecture, parce qu'Albert Einstein, il savait bien lire, eh bien, et il savait être concentré. Donc si tu veux être bon comme Albert Einstein en lecture, il va falloir que toi aussi tu travailles un peu tous les jours. Et je lui ai demandé à la fin, je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord pour travailler 10 minutes par jour avec ta maman et écouter ce qu'elle te dit? Et il s'est engagé à le faire. Évidemment, je ne vais pas être là, moi, pour savoir s'il le fait. Après, c'est le travail à la maison. Mais ça a énormément d'impact positif, quoi. Ben oui, je suis prof de français, j'ai été prof de français pendant 13 ans et mon objectif c'est de vraiment transmettre ces outils-là. Et vous, la particularité sur cette chaîne TikTok, c'est que tous les conseils et les techniques que je vous donne, je vous les donne gratuitement. Je consacre beaucoup de temps sur mes lives quand même, sur mes vidéos, etc. Alors que ce sont des techniques et des outils et des conseils que je donne normalement en formation et pour lesquels les gens payent. Alors c'est sûr que c'est pas pareil de venir 2 jours en formation et de faire un live, mais n'empêche que tout ce que je vous le donne gratuitement. Le dernier live sur la technique de lecture, je vous l'ai donné entièrement gratuitement. C'est une technique que j'utilise en séance. Donc si je voulais moi juste vous faire venir en visio pour que vous payiez les séances en visio, je vous donnerais pas les techniques. Je vous dirais juste ça fonctionne super bien, venez voir prendre rendez-vous ou venez vous former. Et mon objectif c'est quand même de permettre aux parents d'aider les enfants. Parce qu'il y a trop d'enfants en difficulté. Et si les parents ont les outils, mais ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer énormément de choses. Même si à l'école, il y a des choses parfois qui sont mal faites, il y a des méthodes qui ne sont pas adaptées, ça peut arriver. Mais si à la maison, vous avez des bons outils, eh bien vous allez quand même aider vos enfants, quoi. Donc, je vois la question de Adélia, toutes les formations que je donne sont à destination des parents, toutes. Dans mes formations, j'ai évidemment beaucoup de professionnels parce que eux, c'est aussi pour pouvoir être plus efficace en séance, pour avoir plus de résultats. Mais j'ai aussi beaucoup de parents. J'ai beaucoup de parents qui viennent tout simplement parce qu'ils cherchent des outils. Voilà, donc j'ai toujours des parents dans mes formations qui viennent pour ça. Et c'est adapté pour les parents complètement. Donc que ce soit Multimove, prochain stage Multimove à Bordeaux, le 14, 15, 16, 17 février, il y a 2 modules de 2 jours. D'abord 14, 15, c'est l'initiation. Puis ceux qui veulent faire l'approfondissement 16, 17, c'est sur Multimove. C'est les balles de rebond, les sacs de sable. Si vous êtes dans la région de Bordeaux, mais franchement, je vous le conseille vivement de nous rejoindre. Soit pour 2 jours déjà, et puis peut-être pas pour les 4, c'est à vous de voir. Et puis entre nous, si vous vous inscrivez à l'issue de ce live TikTok, et je vous applique le tarif que j'avais fait avant Noël, en 2025, pour ceux qui s'inscrivaient très tôt, parce que le stage de 4 jours coûte 560, je vous fais le stage à 420 pour les 4 jours, et si vous voulez faire que 2 jours stage d'initiation, normalement, aujourd'hui c'est 260, je vous le fais à 200 €, et là c'est un tarif pour moi exceptionnel, parce qu'on est 15 jours avant, c'est pas ce tarif-là normalement. Donc il y a ce stage à Bordeaux, il y en a un à Montauban, que je donne également le même au mois de juillet. Je donne un stage sur la lecture, la méthode lecture 5P pour améliorer les compétences en fluidité de lecture, les compréhensions de lecture. C'est au mois de mai. À Montauban, il y a un hébergement possible sur place pour ceux qui ont besoin. Je donne des formations en Belgique. Prochain stage en Belgique aussi sur la rééducation, sur ce qui est mémorisation, stratégie d'apprentissage, technique de copie, technique de mémorisation pour tout ce qu'il y a à faire à l'école, à la maison, etc. Ça, c'est au mois de avril en Belgique. Et le même stage à Montauban. Montauban, c'est au-dessus de Toulouse, c'est à 35-40 minutes de Toulouse, au nord de Toulouse, c'est en avril aussi. Donc j'ai plein de stages où vous pouvez venir en tant que parent, vous pouvez venir, en tant que professionnel et en tant qu'enseignant, bien sûr. Voilà. Alors non, malheureusement, y a-t-il des stages programmés vers la Drôme? Alors vers la Drôme, je réfléchis, non, j'ai pas de stage vers la Drôme, pas pour le moment, mais sachez que si vous rassemblez suffisamment de personnes intéressées, eh bien, on peut organiser un stage près de chez vous. Ça, c'est tout à fait possible. Toutes ces informations, toutes ces dates, vous les trouvez sur mon site pédagovie.fr. Vous regardez le nom de mon profil, Pédagovie. Vous verrez sur mon site pédagovie.fr, vous rajoutez le .fr, je peux vous l'écrire. Hop, je vais vous mettre le petit sticker là-dessus. Voilà. Donc, je vais vous donner, il y a 2 sites. Mais ça, c'est mon site principal. Pédagovie, c'est mon site principal. Pédagovie.fr, vous trouvez toutes les infos dessus. Pour ce qui est Multimove, j'ai un site spécifique, multimove.fr. Je peux vous l'écrire dans la conversation, le Multimove. Alors, commentez, je vous écrirai en conversation. Le Multimove, comment ça s'écrit? Voilà.
Voilà, je vous écris Multimove en petit, vous rajoutez .fr et vous avez l'accès au site. Là, vous avez tous mes... vous avez toutes mes, mes informations sur les formations que je donne, rééducation, etc. N'hésitez pas si vous ne trouvez pas, c'est dans l'onglet professionnel qu'il faut aller pour regarder les informations sur les formations. C'est quand même beaucoup de professionnels qui viennent, je les ai mis là-dedans, mais les parents viennent également. Donc je vous invite à regarder ça. Voilà, je regarde ici au niveau des commentaires s'il y avait des choses que si j'ai oublié. C'est quoi la méthode de la règle? Chic qui pose la question, je ne sais pas de quoi vous parlez, méthode de la règle. La règle pour lire, c'est ça. Voilà, je ne peux pas vous l'expliquer, ça serait beaucoup trop long parce que j'avais fait un live entier là-dessus. C'est une méthode pour améliorer la lecture, la fluidité et la compréhension en lecture. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous trouverez donc toutes ces informations sur mon site pédagovie.fr. Je vous rappelle également que vous avez des ressources gratuites. Alors déjà, mes lives TikTok sont gratuits. Vous avez mes vidéos sur ma chaîne TikTok. Vous avez des replays de live sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Guillaume Bousquet Pédagogie, vous me trouvez. Et puis, vous avez le lien qui est sous ma photo de profil. Vous avez un lien sur TikTok, vous avez ma photo de profil, en dessous vous avez une petite présentation de ce que je fais, et puis vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous avez mon biosite avec plein de ressources, il y a des ressources gratuites, des livrets à télécharger. Je suis en train de travailler sur un livret sur les maths, et je suis en train de travailler sur un livret gratuit, je les prépare pour vous les parents, sur un livret pour améliorer les devoirs à la maison et ce qu'on appelle l'inhibition, c'est la capacité à s'arrêter pour réfléchir à ce que je dois faire. Donc, si on veut améliorer le travail des enfants, il faut développer leur inhibition. Pour l'inhibition, c'est Multimove qu'il faut utiliser, mais je suis en train de faire un petit livret pour vous donner une technique pour faire ça pour les devoirs. Ça va être génial. Je suis en train de bosser dessus. Ça prend un peu de temps, mais ça va bientôt venir. Voilà, je vois Oxalis, mais oui, je vois Dyslexique de France, bien évidemment. Contactez les associations qui existent autour de la dyslexie. C'est vraiment important aussi de se rapprocher d'associations qui vont vous soutenir, etc. Simplement, ce que je vous invite à faire pour la dyslexie notamment, ce que je vous invite en particulier, c'est de continuer de chercher des outils qui fonctionnent. Parce que des outils qui permettent à des enfants qui ont une dyslexie de sortir des symptômes de la dyslexie, il y en a, et des exemples et des témoignages, il y en a plein. Cet après-midi, j'ai une visio avec un collègue professionnel et on reçoit des enseignants et des parents qui se forment et on continue de les accompagner. Et des témoignages, il y en a plein, il n'y a pas de souci. Des témoignages, il y en a et je me souviens de ce témoignage d'une stagiaire qui a fait le stage, qui s'est formée à la rééducation et à Multimove et qui écrivait dans un groupe WhatsApp qu'on avait créé, qui me disait au bout de 6 séances, déjà l'enseignante et les parents voyaient des résultats, des améliorations au niveau de la lecture. Et elle n'avait pas une seule fois encore travaillé avec un texte. Elle n'avait travaillé que sur les fondations cérébrales au niveau du mouvement des yeux, au niveau de la verbalisation, de la coordination, de la latéralité, etc. Et déjà en 6 séances, elle avait des résultats. 6 séances, c'est rien. 6 séances, c'est 1 mois et demi, quoi. Aujourd'hui, on a un compagnon chez un spécialiste, psychomote parfois, ou notamment je pense aux orthophonistes, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Voilà. Donc évidemment, les orthophonistes sont pris en charge, pas les autres spécialistes. Parfois, la mutuelle elle peut prendre en charge un spécialiste, des consultations, quelques consultations dans l'année, mais c'est malheureusement la grosse différence. Voilà. Voilà un petit peu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter en message privé. Méthode de conjugaison pour apprendre, eh bien, c'est une bonne idée de live. Je vais y réfléchir pour faire un live peut-être là-dessus. Voilà, c'est l'objectif, quoi. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bon week-end et je vous dis à bientôt pour un prochain live la semaine prochaine. Au revoir.